Sauver la France, vaste programme, bienvenue à tous. Bonjour, en toute franchise avec le Parisien comme tous les dimanches. Nous avons le plaisir de recevoir Philippe Juvin. Bonjour Philippe Juvin, vous êtes député LR, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Vous avez vécu la canicule qui a frappé la France en première ligne. Je suis avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Éditorialiste TF1 LCI, et Olivier Beaumont du service politique du Parisien. Première question donc sur les conséquences de la canicule qui s'est achevée il y a quelques jours. Le bilan de la surmortalité tel qu'il a été communiqué par Stéphanie Risse, la ministre de la Santé, s'établit malheureusement à 2025 décès. Ça n'est pas un chiffre définitif. Les écologistes à l'Assemblée ont évoqué un bilan final de 10 000 morts. Est-ce que vous le craignez ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on a toujours un décalage entre le décès et la comptabilisation du décès pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'un certain nombre de certificats de décès aujourd'hui se font encore de façon papier, non dématérialisée. Et donc ça met, en général, on considère que Santé publique France communique un résultat consolidé au bout de 15 jours à 3 semaines. Donc, considérant que la canicule s'est terminée lundi dernier, il y a 7 jours, eh bien probablement aurons-nous les chiffres définitifs d'ici une semaine, mais évidemment on n'arrivera pas à 10 000. Arlette. Question, beaucoup de débats autour de la climatisation. J'ai envie de savoir si dans votre hôpital, Georges Pompidou, vous avez reçu des climatiseurs commandés par Sébastien Lecornu. Dans mon service des urgences, nous sommes climatisés. Un certain nombre de chambres de l'hôpital sont climatisées, mais pas toutes, loin de là. Et encore, j'ai la chance de travailler dans un hôpital plutôt moderne. Et il y a beaucoup d'hôpitaux en France, comme vous le savez, qui datent du 19e siècle ou du 20e siècle et qui ne sont pas climatisés. Alors les fameux climatiseurs du Premier ministre, non, je pense qu'ils vont mettre un peu de temps à arriver. Il y a eu des climatiseurs qui nous ont été livrés par quelques industriels ou établissements commerciaux qui ont voulu nous donner un coup de main. Mais évidemment, c'est pas à la hauteur de ce qu'il faudra, puisqu'il en faudra probablement plusieurs milliers en France. Il faut un plan de climatisation des hôpitaux, mais pas simplement, vous savez. Ouais. L'Organisation internationale du travail a montré que la productivité des travailleurs s'effondrait de 50% quand il faisait plus de 35 degrés. Et c'est vrai pour pour votre travail. Voilà, un journaliste de LCI est efficace, est 2 fois moins efficace quand il fait 35, donc il faut climatiser. Je ne parle pas de l'agriculture, c'est évident, ou des métiers qui sont à l'extérieur. Donc on a un véritable enjeu de productivité. Il y a même des gens qui ont fait le calcul et qui considèrent que si on climatisait le pays et tous les endroits où on travaille, en fait, les gains de productivité compenseraient le coût de cette climatisation. Vous êtes le rapporteur général du budget. Est-ce que cette donne-là devra être intégrée clairement dans le prochain budget qui est déjà en discussion ? Oui, certainement. Mais maintenant, il faut bien comprendre, j'espère que nous allons parler du budget, bien entendu, que la situation budgétaire est très grave et que nos marges de manœuvre sont extrêmement réduites pour ne pas dire égal à zéro. Il y a des morts. C'est pour ça. C'est mort. Bien sûr. Longtemps. Combien il faudrait investir pour ça ? En tout cas, pas les centaines de milliards dont j'ai entendu parler par certains partis politiques. Je l'ignore parce qu'en fait, je crois qu'en réalité, tout le monde l'ignore. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se fixer des climatisations de certains établissements, les établissements de santé, les établissements scolaires. Là aussi, la productivité des enfants, enfin leur compréhension, leur capacité à apprendre des choses baisse avec la chaleur. C'est bien montré par des travaux académiques, mais aussi les logements. Et ça, c'est le parent pauvre du débat. En fait, on ne parle pas des logements. Or, on a vu dans cette crise qu'il y avait beaucoup de morts. Enfin, l'augmentation la plus importante de morts, c'était à domicile. Les gens meurent, et ils meurent d'ailleurs tout seuls, malheureusement. C'est un sujet à soi. Donc, il y aura aussi la climatisation des logements. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner parce que je pense qu'il n'existe pas. L'État doit prendre sa part. Il y a eu un grand débat entre Sébastien Lecornu, Matignon, et puis les collectivités locales, notamment sur qui doit financer ça. Aujourd'hui, c'est aux collectivités locales de payer pour l'investissement et les travaux d'amélioration d'habitat des écoles, par exemple. On rappelle que vous êtes maire de la Garenne-Colombe. Je l'ai été. Vous l'étiez, pardon. Oui. Est-ce que l'État doit prendre sa part de responsabilité ? Non, mais tout le monde doit prendre sa part de responsabilité. Il y a un peu une futilité, pour être très franc, compte tenu de l'état des finances publiques, à dire non, c'est à l'État, non, c'est aux collectivités. Pourquoi cette futilité ? Parce que les déficits publics sont partagés, parce que l'État lui-même finance les collectivités territoriales, donc il y a des mouvements d'argent. Donc, regardez la question du fonds vert dont on a beaucoup parlé. Le fonds vert, c'est un fonds de l'État qui était à la disposition des collectivités. Donc on voit bien que c'est pas moi qui paye, c'est toi. En réalité, c'est futile. La vraie question, c'est quelles sont nos marges de manœuvre
globales au niveau des dépenses publiques, pas celles de l'État et des collectivités, des dépenses publiques, elles sont extrêmement faibles. Donc je pose la question que je vous répète, plusieurs travaux académiques semblent indiquer qu'on pourrait se payer la climatisation uniquement grâce au gain de productivité de celle-ci. En fait, on sous-estime. Ce qui est frappant en France, c'est qu'on sous-estime toujours les effets économiques des politiques fiscales qu'on met en place. Il faut avoir une vision globale. Et donc oui, il faut climatiser. Mais et je pense que la climatisation... Il faut anticiper. Oui, bien sûr. C'est prévoir. Donc, on ne va pas attendre les gains de productivité. Mais c'est pas ça. Alors, le fonds vert, il est 830 millions pour 2026. Oui. Il faut l'augmenter, évidemment. Et dans quelle proportion dans le prochain budget ? Non, enfin, d'abord, évidemment, moi je ne sais pas parce que... Je pose la question. Non, mais il faut tout augmenter, sauf qu'on n'a pas les ressources. Donc c'est facile de dire on va l'augmenter. Moi je ne sais pas aujourd'hui vous dire comment augmenter le fonds vert. La vraie question, ce n'est pas le fonds vert. Je sais que c'est facile de dire le fonds vert, le fonds vert. D'abord, je vous rappelle que le fonds vert, pendant des années, a interdit d'utiliser l'argent des fonds verts pour faire de la climatisation. Donc maintenant, tout le monde dit qu'il faut climatiser. Mais on a eu une quasi-interdiction morale, réglementaire et morale, d'utiliser la climatisation. Comme vous l'avez dit, moi j'ai été maire pendant 25 ans de ma commune. J'ai construit des tas de bâtiments. J'ai fait construire des tas de bâtiments publics. Et quand je disais il faut climatiser le bâtiment, la terre entière me tombait dessus en disant c'est interdit, vous n'y pensez pas, etc. Donc je me réjouis d'avoir autant de convertis à la climatisation brutalement. La vraie question du fonds vert n'est pas le fonds vert lui-même, en fait. Le fonds vert, pour que les gens comprennent, c'est de l'argent que l'État donne aux collectivités pour les aider dans la transition écologique. La vraie question, ce sont les ressources propres des collectivités. Les collectivités territoriales en France voient leurs ressources baisser. Et c'est parce que les ressources baissent que le fonds vert devient critique. Alors, le RN a un plan, lui, concernant la climatisation, c'est 40 milliards, 20 milliards pour les écoles, les EHPAD et les établissements de santé, et puis 20 milliards pour le privé, financé notamment avec des emprunts à taux zéro. C'est une bonne solution. Non, mais ça n'existe pas. Certains économistes disent que c'est intéressant, c'est une bonne piste à Mais ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit je vais vous payer quelque chose, en l'occurrence la climatisation à tout le monde, la question, il faut vous la poser. Posez-la. Vous êtes journaliste. Qui paye ? Alors, ce sont des emprunts à taux zéro. D'abord, je voudrais savoir qui nous prête aujourd'hui à taux zéro. Il faut nous l'indiquer parce que vous savez qu'aujourd'hui, la France emprunte à... Ce serait l'État qui compenserait le... Ah, d'accord, oui, donc c'est gratuit, c'est l'État qui paye, c'est ça que vous voulez dire. Est-ce que c'est une priorité pour le prochain budget ? Compte tenu de ce que les Français ont vécu, ils ont touché du doigt, pour le coup, les effets réels de la canicule en France. Est-ce que, je disais évidemment, mais je vous pose la question, est-ce que évidemment, il faut augmenter tous les budgets qui concernent aujourd'hui la lutte contre le réchauffement climatique et pour protéger les individus qui meurent. Madame Martichoux, beaucoup de choses sont prioritaires. Et est-ce que ça l'est ? Et le rapporteur général du budget que vous avez devant vous demande chaque fois, d'accord, mais qui paye ? Et moi, je veux avoir la réponse. Posez le principe de la priorisation de... Mais on n'arrête pas, mais un budget, ce n'est que de la priorisation. Oui. Simplement, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas très populaire. Oui, il y a des priorités, je demande simplement qui paye et comment on paye. Même quand il y a des morts. Quelle est votre réponse en tant que rapporteur général du budget ? Moi, il me semble que les réponses, elles sont les suivantes. Il faut dépenser moins ailleurs, il faut dépenser mieux ailleurs, et il faut travailler plus pour produire plus de richesses. Si vous ne faites pas ça, vous ne vous dégagez pas de marge de manœuvre. La vraie question aujourd'hui du budget de la France, c'est que nous sommes étouffés par la dette et nous n'avons plus de marge de manœuvre. Pour nous redonner des marges de manœuvre, dépenser moins, dépenser mieux, travailler plus et produire plus. Mais on dépense moins où ? C'est-à-dire on coupe dans les dépenses sociales et là on rend c'est très intéressant. Un budget. Alors... Votre question est fondamentale. Où dépense-t-on moins ? On dépense moins en regardant les grandes masses. D'abord, quelle est la première dépense publique en France ? La première dépense publique, ce sont les retraites. Ouais. La deuxième dépense publique, c'est la santé. Et après, vous avez les dépenses diverses de l'État qu'il faut mettre à contribution. Autrement dit, celui qui, à ma place, demain, vous dira « je vais dépenser moins, je vais rétablir les comptes publics en ne touchant pas aux retraites », c'est pas possible. Donc la question des retraites, comment on fait ? Il faut probablement travailler plus longtemps. Enfin, certainement travailler plus longtemps. Probablement de la sous-indexation des retraites, d'une partie des retraites, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles augmentent, mais moins vite qu'aujourd'hui. Il faut probablement également augmenter l'âge de la retraite en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. Les Hollandais font ça. Les Hollandais disent, leur règle, c'est 1 an d'espérance de vie en bonne santé en plus pour la population, c'est 8 mois de travail en plus. Donc la question des retraites, elle est fondamentale. Deuxième question, c'est la santé. Est-ce qu'on peut faire des économies sur la santé ? Moi, je peux vous dire, de là où je suis, qu'il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent sur la santé, il est faux de dire qu'il n'y en a pas, sauf que, d'une certaine manière, pour un paquet d'argent, on le jette par la fenêtre. On le jette l'argent par les fenêtres. À l'hôpital, par exemple ? Partout.
Moi, je sais, Madame Martichoux, où me faire opérer. Vous ne savez pas. Mais moi, je sais surtout où ne pas me faire opérer. Et vous ne savez pas. La prévention ? Non, mais il y a la prévention, bien entendu. Mais il y a aussi des endroits où on fait mal la médecine. Et donc, les endroits où on fait mal la médecine, il faut savoir cette réflexion et probablement les fermer. On l'a fait pour les maternités. La Cour des comptes a publié un travail très intéressant sur le cancer de l'ovaire, qui est un cancer très grave et qu'il faut opérer de très bonne manière dès la première intervention, sinon après on ne rattrape pas le temps. Et on sait qu'on opère bien le cancer de l'ovaire dans des équipes qui font plus de 20 cas par an. La Cour des comptes a publié le tableau des hôpitaux. Et vous verrez la carte de France, la plupart des hôpitaux font moins de 20 cas par an, donc on opère mal probablement. Eh bien ça coûte de l'argent et des vies. Philippe Juvin, on peut être élu, parce que là, tous les candidats... Oui, on peut être élu en disant la vérité. Oui, on peut être élu en disant... Attention, alors les retraites, il va falloir travailler plus longtemps, on coupe dans les dépenses de santé. Franchement, c'est pas comme le dit un candidat du sang et des larmes, mais c'est de la sueur. On peut être élu avec ce programme ? Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit sur les retraites, la logique veut qu'avec la courbe démographique que nous avons, dire qu'on va travailler plus longtemps, c'est logique. Sur la santé, je vous dis qu'on ne va pas dépenser moins, je vous dis qu'on va dépenser mieux parce qu'on jette l'argent par les fenêtres. Et enfin, il y a l'État qui doit faire sa part. Lors du dernier budget, j'ai fait une proposition de baisser le train de vie de tous les ministères hors régaliens de 2%. Ça rapportait 6 milliards. Tout le monde m'a applaudi en disant c'est formidable. Puis quand on est passé au vote, je me suis retrouvé tout seul. Alors donc l'État doit faire sa part du travail, oui, bien sûr. Justement, l'État doit faire sa part du travail. Gabriel Attal, en fin de semaine, dans les colonnes du journal Le Parisien, il fait des propositions, s'il était élu président de la République, pour résorber les déficits. Parmi ces propositions, il propose un grand plan de départ volontaire dans la fonction publique nationale et puis les collectivités locales, qui permettrait de faire l'économie de 100 000 postes. 100 000 postes de fonctionnaires, est-ce que c'est réalisable ? C'est lucide et ça peut aider à réduire les déficits. Alors j'ai moi-même fait une proposition il y a quelques mois de départ volontaire à la retraite de fonctionnaires en leur donnant pendant une dizaine d'années une soulte importante, ça c'est le premier point. Et deuxième point, Attal a raison, il faut probablement moins de fonctionnaires, mais probablement aussi moins de fonctionnaires dans les bureaux et plus au guichet. Je sais qu'on est pressé, mais l'éducation nationale, il y a la baisse du nombre d'enfants dans les écoles. Si on décidait de baisser à proportion le nombre de professeurs pour ne pas dégrader le nombre d'élèves par prof, eh bien on peut gagner 50 000 postes en 10 ans. Ben voilà, le plan d'Attal, il est trouvé. Déjà, la moitié sont faits uniquement par la démographie. On va reparler du budget de la France et de ce que vous demandez d'ailleurs éventuellement aux candidats à la présidentielle. Mais justement, sur la présidentielle, le journal d'Olivier Le Parisien titrait « Les Républicains à bord du suicide ». Je crois que c'était vendredi le titre. Oui. Parce que Laurent Wauquiez a pris ses distances avec Bruno Retailleau et se rapproche d'Édouard Philippe, qui peut, selon Laurent Wauquiez, incarner l'ordre et le sérieux pour redresser la France. Est-ce que c'est une trahison caractérisée ou est-ce que c'est un accès de lucidité ? Parce que dans le fond, pour se qualifier, il n'en faudra pas 25. D'abord, très franchement, le jour où Laurent Wauquiez a dit ça n'a pas été la meilleure journée des Républicains. Ça serait quand même mentir de vous le dire. Donc c'était pas une très bonne nouvelle parce que quand vous n'êtes pas unis, forcément vous êtes affaiblis. En même temps, quand vous regardez l'interview de Laurent Wauquiez, je ne suis pas son avocat et puis il n'en a pas besoin, il se débrouillera lui-même. Quand vous regardez l'interview est plus subtile que les titres dont on a tiré. Qu'est-ce qu'il dit en réalité ? Il dit Philippe serait un bon candidat. Donc c'est vrai que indirectement, il laisse entendre que Retailleau, qui est le candidat des Républicains, qui a été élu par les Républicains, et qui est d'ailleurs celui que je soutiens. C'est pas le meilleur. Vous le soutenez, Bruno Retailleau ? Oui, ce que dit Wauquiez, en réalité, c'est pas le meilleur. Et je soutiens Retailleau, moi c'est mon candidat. Vous continuez de le soutenir, vous ? Bien entendu, moi je suis un légitimiste. Vous savez, je suis membre des Républicains, et donc c'est un parti où il y a des militants. Les militants ont décidé Retailleau. Donc moi je soutiens Retailleau. En plus, il se trouve qu'humainement, je le connais, c'est un type très bien avec une colonne vertébrale. C'est vrai que Laurent Wauquiez met en cause, d'une certaine manière, la légitimité de Bruno Retailleau à gagner. Non, mais la réalité, elle est simple, vous savez, nous ne sommes pas favoris. Voilà, on n'est pas favoris. Oui, voilà. Mais on n'est pas. Mais du coup, son diagnostic. Non, mais on n'est pas favoris. En fait, au-delà de la prise de distance, il pose un diagnostic sur le fait que si vous voulez avoir des chances d'être au pouvoir, vous collectivement, plusieurs choses centrales, si vous me permettez, se rassembler. Si vous me permettez, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que nous ne sommes pas les favoris aujourd'hui. Enfin, on est à 1 an d'élection. Je vous rappelle, Hollande était dans les choux, Fillon était loin dans la primaire. Nicolas Sarkozy était favori. Oui, non, mais Sarkozy est le contre-exemple. Mais donc il n'y a pas de. Mais Macron, en fait. Et puis Macron n'était pas favori. Donc la campagne n'a pas commencé, laissez la campagne faire. Deuxièmement, vous avez devant vous
le député républicain qui est le premier à demander, alors même que nous n'étions pas au gouvernement, une union de ce qui est aujourd'hui le bloc central. Donc moi je suis très à l'aise pour vous dire, j'ai été au bureau politique des Républicains, celui qui a dit il faut une grande primaire ouverte de type 2017. Bon, c'est pas le choix qui a été fait, donc je suis légitimiste, je soutiens le patron de mon parti, qui a encore une fois très grande qualité d'expérience et humaine, mais c'est vrai, c'est à nous maintenant de faire campagne et de montrer que, de jouer crânement notre chance. Vous savez, dans la Ve République, le drame, c'est que si vous avez un parti politique qui n'a pas de candidat à la présidentielle, il n'existe pas. Philippe Juvin. Donc voilà pourquoi on a un candidat. On verra. Vous, personnellement, vous pourriez très bien soutenir Édouard Philippe, vous n'auriez pas de problème pour soutenir la campagne. Mais moi, je fais très Vous êtes rapproché de la Macronie pendant moi, mon candidat. Non. Et sur la copie, vous avez plus de points communs qu'Édouard Philippe qu'avec Bruno Retailleau. Alors d'abord, vous ne savez pas, non, c'est pas tout à fait vrai. Dans votre discours public, en tout cas. Écoutez, moi, je soutiens Retailleau, c'est le candidat de mon parti, et encore une fois, j'ai eu à le pratiquer. C'est quelqu'un qui a une qualité qui n'est pas fréquente en politique, qui est la colonne vertébrale. Il a une vraie colonne vertébrale et il a une vision. Moi, je ne demande pas à un homme politique d'avoir que des qualités intellectuelles et techniques. Je lui demande d'avoir des vertus. Et parmi ces vertus, il y a la capacité à se projeter et nous dire où va le pays. Le vrai sujet, c'est quelle est la vision pour le pays. Moi, je ne demande pas à un homme politique de me faire un futur président de me faire une litanie de mesures techniques. Ça ne m'intéresse pas. Quelle est la vision de la France? Après, nous verrons bien. C'est sûr. Ce qui est sûr, en revanche, je le rejoins. À la fin du fin, il faut évidemment qu'il n'y ait qu'un seul candidat du bloc central. S'il y a plusieurs candidats, nous risquons de perdre. Alors, mais M. Juvin, c'est quand la fin du fin? J'imagine avant. C'est les sondages à la fin de l'année. Oui, j'imagine avant la fin de l'année. Mais vous avez raison. En fait, non, mais la difficulté. Et c'est pas la difficulté de Retailleau, et c'est pas celle de Wauquiez, et c'est pas celle d'Attal, et c'est pas celle de Philippe, c'est la difficulté de tout le monde. La difficulté, c'est que il faut que nous attendions suffisamment pour que chacun joue sa chance en disant mes arguments sont les meilleurs, que pendant cette partie, c'est ça le plus difficile, les uns et les autres se mettent en avant pour montrer leur qualité sans trop taper sur l'autre, parce que in fine, il va quand même falloir se retrouver. Donc moi, mon inquiétude, et je le dis d'une manière très tranquille à tous les candidats, le mien comme aux autres, attention, il faut être d'une subtilité absolue, parce que si M. Attal dit beaucoup de mal de M. Philippe, ça sera difficile à M. Attal de dire je rejoins M. Philippe, et ça va là pour tous. Mais janvier, c'est trop tard. Le calendrier qu'a fixé le même Gabriel Attal. Non, moi je ne sais pas ce que c'est trop tard. Vous savez, vous êtes journaliste politique et vous savez, dit-on. Plus le temps passe, plus les coups pleuront les uns sur les autres. Mais bien entendu. C'est ce que vous avez dit. Oui. Et si le temps ne passe pas assez, vous n'avez pas eu le temps de montrer votre différence. Donc il faut trouver le bon équilibre. Je ne sais pas où il est. Je vous ai souvent entendu, Martichoux, vous expliquer que durant une campagne présidentielle, les gens choisissent en réalité relativement tard. Donc il faut avoir cet élément. Je n'ai pas la solution. Si je l'avais, je serais le roi du pétrole. Mais votre conviction, c'est qu'il n'y en aura qu'un, et vous, personnellement, vous rallierez, quel que soit le candidat que vous avez cité, vous en avez cité 4, il faudra se rallier, et vous le ferez. Ah ben bien entendu. Sans état d'âme. Il n'est pas question qu'il y ait plusieurs candidats, ou alors c'est la certitude de n'être pas au second tour. Laurent Wauquiez devrait démissionner de la présidence du groupe à l'Assemblée. Cette voix le réclame. Surtout pas. Non, mais surtout pas. Vous voyez, on va pas ajouter. Mais on va pas ajouter des. Il a affaibli votre. Ben oui, non, mais d'abord. Écoutez, dans notre famille politique, vous êtes tous des observateurs politiques. Nous sommes une famille politique qui a l'habitude des voix dissonantes et de la liberté. Voilà, nous sommes une famille politique où on ne marche pas d'un même pas, on ne sommes pas en caserné. Alors, certains disent, regardez, c'est le bordel, et d'autres disent, ah bah, c'est formidable, il y a des différences d'appréciation. Quand l'UMP a été créée à l'époque, ça allait de Raffarin, le fédéraliste, à Dupont-Aignan, le souverainiste. Donc nous sommes une famille politique où il y a des dissonances. Bah, c'est comme ça. Mais moi je ne veux pas ajouter de l'exclusion à la difficulté. Vous êtes pour la paix dans les ménages, loyal et optimiste. Mais oui, c'est mon caractère. Moi je ne veux pas que les gens se tapent dessus. Ouais. Et vous voulez qu'ils vous écrivent peut-être? Cette pré-campagne présidentielle, le démarrage, l'automne se fera avec d'un côté la discussion budgétaire qui va beaucoup occuper, et puis la
pression énorme sur la réduction du déficit. Ça veut dire qu'il y aura nécessité pour les candidats de s'exprimer sur ce sujet. Comment on réduit le déficit de la France? Non mais madame, moi j'ai rencontré le Fonds monétaire international il y a 3 semaines. Ils sont venus me voir en tant que rapporteur général du budget et nous avons discuté de la situation. Je sors de cette discussion avec la quasi-certitude suivante, c'est qu'ils vont laisser faire, tout le monde va laisser faire l'élection présidentielle parce qu'il faut de la stabilité du pays. Un des problèmes, la cause profonde des maux du pays, c'est l'impuissance. C'est l'impuissance des pouvoirs. Et une des causes de l'impuissance du pouvoir, c'est cette instabilité politique. Donc élection, stabilité politique. Mais le jour d'après, le jour où le président de la République sera élu, on lui demandera, la terre entière, tous les gens qui nous prêtent de l'argent, il faut comprendre que aux gens qui nous écoutent, que les salaires des fonctionnaires et les retraites aujourd'hui sont payés à crédit parce que des gens acceptent de nous prêter de l'argent. Eh bien, la patience de nos prêteurs a des limites et il faudra que le président élu, très clairement, mette sur la table son plan de rétablissement des comptes publics dans les 5 années et surtout sa méthode. Vous savez, on sait à peu près tout ce qu'il faut faire pour établir les comptes publics. Dépenser moins, dépenser mieux, produire plus. On sait à peu près tous. La vraie question, c'est comment on fait. Madame Thatcher disait, ne me dites pas ce qu'il faut faire, dites-moi comment le faire. Et donc, le plan de rétablissement et la méthode, il faut que chacun des gars qui seront élus, des candidats et donc celui qui sera élu, mette sur la table ce plan très clairement. S'il ne le fait pas, nous allons vers des difficultés majeures et la Cour des comptes déjà écrit dans son dernier rapport que la signature de la France, qui permet d'emprunter, est aujourd'hui beaucoup plus fragile qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Donc le risque, c'est que demain on nous prête, non pas qu'on ne nous prête plus, mais qu'on nous prête à des taux tellement importants que nous serons étouffés par la dette. Le problème, c'est l'étouffement par la dette. Et donc je vais écrire, en tant que rapporteur général du budget, à chacun, je vous l'annonce là, à chacun des candidats à la présidence de la République, ça va faire beaucoup, j'en ai compté 24 pour l'instant, mais je vais leur écrire à chacun, en leur disant, voilà la situation des comptes, ne vous cachez pas, ne vous planquez pas, parce que certains se planquent et ne regardent pas les choses, ne vous planquez pas. Des tas de gens qui vous disent, quand on vous dit, certains vous disent, les retraites c'est très important, et ils ont raison, hein. Si vous ne touchez pas aux retraites, vous ne pouvez pas rétablir les comptes publics, et donc on va faire de la capitalisation, point final. Moi, je crois qu'il faut de la capitalisation. Mais ça produira un effet dans 20 ans. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, 1, qu'ils ne se planquent pas. 2, qu'ils aient les idées très claires. Et 3, qu'ils puissent s'exprimer auprès du rapporteur général. Et je ferai passer les informations qu'ils me donneront à la représentation nationale. Il faut que la représentation nationale, et donc les Français, soient très clairement au fait des propositions que les gens et les autres vont faire. Je ne veux pas que les candidats se planquent. Il reste 2 secondes. Olivier ? Mardi prochain, la Cour d'appel de Paris va rendre son verdict dans l'affaire des assistants européens parlementaires du RN. On attend cette réponse concernant Marine Le Pen. Il y a un suspense sur qui sera le candidat du Rassemblement national, elle ou Jordan Bardella. Ça changera quoi pour vous ? Pas grand-chose. Moi, j'ai toujours eu un interchangeable. Non, mais c'est pas ça. C'est que dans toutes mes élections, j'ai toujours eu un candidat LFI contre moi et un candidat RN contre moi. Toujours. Enfin, LFI avec le soutien LFI ou un candidat RN. Toujours. Quasiment toujours. Donc, l'identité de l'adversaire compte peu. La question, c'est le programme. En fait, c'est vrai que on a souvent tendance à personnaliser les choses. C'est lui. Je ne sais pas. Quand vous demandez à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ils vous disent que c'est la même chose. Donc, moi, je les crois. Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir été avec nous dans En toute franchise.